les théâtres français semblent se désintéresser de cette pièce, qui ne m'étonne pas parce que je le sais par expérience, en tant qu'ancien programmateur, conseiller artistique, euh, quand une pièce a acquis un tel mythe avec une mise en scène de référence, il est très difficile d'y revenir dans les années qui suivent. Et souvenez-vous, ça a été le cas par exemple pour Peer Gynt. Pendant je ne sais combien d'années, après la mise en scène de Chéreau, personne n'a souhaité toucher à Peer Gynt. Et puis petit à petit, on y est revenu. Certains jeunes metteurs en scène plus audacieux ont osé briser la glace. Bon, mais c'est difficile. Ce qui fait que la seule mise en scène que j'ai repérée sur Internet, qui est suivie, celle de Jouvet, donc de 36 à 51, c'est une mise en scène de 1959 d'un certain Robert Marcy. Bon, il a pratiquement disparu des radars de l'histoire du théâtre, mais il avait fondé une compagnie de théâtre artistique avec son épouse Denise Bosc, hein, Robert Marcy. Alors, Marcy était un pseudonyme parce que dans les années 30, au moment où il devenait professionnel, voilà, il avait eu probablement l'intuition que ça ne sentait pas très bon de porter un nom juif. Il s'appelait Robert Marx et il avait préféré Robert Marcy, ce qui lui a permis d'ailleurs de passer entre les gouttes vers la zone libre, et puis de la zone libre de pouvoir se cacher ensuite chez des justes. Mais voilà, sinon, il était effectivement prédisposé à la déportation. Il réapparaît donc après la libération dans la vie théâtrale parisienne, et au même titre que Bernard Génie, son fondateur, Jean-Marie Serrault, l'un de ses locataires réguliers, il devient une sorte de pensionnaire du théâtre de Lutèce. Le théâtre de Lutèce se trouve à Jussieu. Hein. Alors, ce que je ne vous ai pas dit à propos de Robert Marcy, c'est-à-dire Robert Marx, c'est qu'il a un fils que, je ne sais pas s'il y a des amateurs de séries télévisées parmi vous qui le connaissent bien, qui s'appelle Renaud Marx et qui est l'inspecteur Kaplan de Julie Lescaut. Si on a regardé un jour dans sa vie un épisode de Julie Lescaut, on est tombé sur l'inspecteur Kaplan, à qui il arrive toujours les mésaventures publiques et privées les plus extravagantes. Et bien, c'est le fils de Robert Marcy et Denise Bosc. Bosc, vous voyez que les chiens ne font pas des chats, hein, parce que c'est plutôt un bon acteur. Voilà. Donc, au théâtre de Lutèce, rue de Jussieu, en 1959, Robert Marcy ose toucher à l'école des femmes, et c'est une petite révolution qui va diviser la critique, parce qu'il ose une chose qui avait pourtant déjà été tentée par Jouvet, mais il faut croire que depuis 1949, en 10 ans, on avait régressé. Il imagine les rencontres entre Arnolphe et Horace à la terrasse d'un café qui pourrait être un café de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Comme si Horace était cette sorte de jeune intellectuel qui déjà, bien avant mai 68, mais au début du gaullisme, s'attaquait à la bourgeoisie conventionnelle d'un Arnolphe. Il y a quelque chose de pré-68ard dans ces rencontres entre Horace et Arnolphe. Et pourtant, ça n'aurait pas dû choquer, puisque Christian Bérard, pour La Folle de Chaillot, avait imaginé un décor en 1949 qui représentait la terrasse du café Francis. Hein. Donc voilà, mais ça a fait scandale. Alors, il faut dire aussi qu'ils sont en costume moderne. Hein.
en costume moderne, Horace très décontracté, Arnolphe en costume, évidemment. Faut dire que Agnès écoute la radio sur un petit transistor, et ça, voilà. Mais c'est normal. À cette époque-là, comment penser Agnès sans Salut les copains et Daniel Philippaki? C'est pas possible. Hein. Et Arnolphe, dans les scènes nocturnes, épie les rendez-vous des jeunes tourtereaux à la lampe de poche. Alors ça, scandale aussi, comment on a inventé l'électricité et les projecteurs, c'est pas pour plonger la scène dans le noir et ne s'éclairer qu'à la lampe de poche. Enfin bref, les critiques les plus réactionnaires sont épouvantables. Ah oui, tout à fait à la fin, il y a Alain qui prend une photo d'Agnès, d'Horace, des parents réunis, Oronte, Enrique, Chrysalde et même sa femme, Georgette, prend une photo de famille, comme une photo de mariage, quoi, une photo de fiançailles. Alors là, scandale, voilà. Mais ce qui est quand même intéressant et ce qui continue quand même le sillon creusé par Jouvet, c'est que Arnolphe est beaucoup plus poignant que grotesque. Hein. Et on le verra, ce sera encore approfondi avec la mise en scène de Jean-Paul Roussillon. Il y a 3 critiques élogieuses seulement. Sur l'ensemble d'une vingtaine de critiques de presse, Bertrand Poirot-Delpech, Claude Sarraute et Jacques Lemarchand, qui saluent ce qu'on aurait appelé un peu plus tard le dépoussiérage de la pièce et l'audace de la faire sortir de son contexte classique pour l'amener jusqu'à nos jours. Ce sera un enjeu. Ce sera un enjeu de toutes les mises en scène à venir. Et puis alors, il y a un scénographe qui s'appelle Sylvain Deschamps et qui trouve un formidable équivalent aux 2 bras de mur de Christian Bérard. C'est-à-dire que face à la terrasse de café, il y a la maison, la petite maison de villégiature d'Arnolphe dans laquelle il cache Agnès et elle est barrée d'un grillage, d'une grille qui s'ouvre et qui se referme en fonction de l'alternance du principe d'intérieur et d'extérieur. Alors, quelques années plus tard, mais quand même de nombreuses années plus tard, on en arrive à 1973 à la mise en scène de Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Jean-Paul Roussillon, je l'avais signalé au chapitre des dramatisations de Molière. C'est-à-dire Jean-Paul Roussillon biberonné dans sa formation, dans ses goûts personnels, à Henri Beck, à Ibsen, à Strindberg, etc. Jean-Paul Roussillon ne peut lire ou relire Molière qu'à partir de cette hypothèse de la dramatisation. La révélation dans sa mise en scène, c'est une certaine Isabelle Adjani qui sort fraîchement du conservatoire et que la Comédie Française engage comme stagiaire. C'était le processus à l'époque, stagiaire, pensionnaire, sociétaire. Bon, elle restera très peu de temps à la Comédie Française. Elle aura une espèce de goût de la liberté et de la rébellion quotidienne trop forte pour faire sa place à la Comédie Française. Mais voilà, tout le monde salue dans son interprétation à la Comédie Française sa jeunesse, sa justesse, le naturel du jeu et surtout cette espèce d'état intermédiaire entre l'enfant et la femme, capable d'être aussi bien dans un même mouvement petite fille et jeune femme nubile, et cette métamorphose d'état qui est liée à sa virtuosité d'actrice, qui est liée aussi à sa fragilité de femme,
eh bien, a énormément séduit parce que cela convenait parfaitement à une certaine idée qu'on pouvait se faire à l'époque de Agnès. Elle a eu deux partenaires en alternance, d'une part Pierre Dux et d'autre part Michel Aumont. Pierre Dux plus âgé, Michel Aumont un peu plus jeune. Pierre Dux, alors, qui avait trouvé avec Jean-Paul Roussillon la liberté de présenter des options très différentes. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs à la Comédie Française, on n'est pas obligé de rentrer dans les chaussons et la robe de chambre du créateur du rôle. On peut développer sa singularité, hein, c'est dans la devise de la Comédie Française, simul et singulis, c'est-à-dire simul ensemble, pareil, et singulis et singulier. Donc, quand on alterne un rôle à la Comédie Française, on peut être un peu différent. Et c'est ce que les critiques ont remarqué. Pierre Dux étant beaucoup plus cynique. De toute façon, Pierre Dux, il a toujours été identifié à De Gaulle, hein, c'est-à-dire un homme d'autorité, un homme de pouvoir, mais avec des arrière-pensées parfois d'un cynisme tout à fait décoiffant. Et Michel Aumont, d'ailleurs, il a été le professeur de diction du général de Gaulle, hein, Pierre Dux. Comme beaucoup de sociétaires de la Comédie Française ont été les professeurs de diction de président de la République. Hein. Celui de Jacques Chirac, c'était François Chaumette. Les discussions politiques devaient être sympathiques entre eux, parce que entre Chaumette, membre du Parti communiste, et Chirac, mais enfin, bon, voilà, Chirac avait besoin Chirac de lui était un ancien communiste. Oui, pour apprendre à parler. Et alors, Michel Aumont, lui, faisait un Arnolphe beaucoup plus anxieux. Vous le voyez bien, Michel Aumont, hein, toujours anxieux, toujours naïf, parce que ça, il a bien joué aussi les rôles de naïf, notamment chez Goldoni, et suffisant. Michel Aumont sait jouer les fats comme peu d'acteurs de la Comédie Française. Jacques Serres, peut-être. Hein. Il était d'ailleurs un peu l'alter ego de Jacques Serres à certaines époques. Alors, les décors et les costumes sont dans les brins, les brins qui peuvent évoquer la monochromie d'une prison ou la monochromie d'un couvent. Ça a un petit peu choqué d'ailleurs à l'époque parce qu'on n'était pas encore mûr pour accepter le brun, le gris beige marron brechtien. Et Arnolphe y apparaissait, selon les déclarations de Jean-Paul Roussillon, enfin du moins c'était son souhait, comme une espèce de monstre sadique, plus encore que ridicule. Et dans une de ses interviews, Jean-Paul Roussillon donne une indication intéressante dont on se servira un peu plus tard dans mon propos, à savoir que Arnolphe lui faisait penser aux Occidentaux qui, à l'époque, se rendaient en Asie, notamment en Thaïlande, pour trouver une épouse. À travers des mariages arrangés par certaines agences commerciales un peu louches. Voilà, je trouve que cette arrière-pensée d'équivalent contemporain est intéressante pour mesurer la composition du rôle d'Arnolphe. Alors malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on n'a pas de traces de cette mise en scène. Elle n'a pas été tournée par la Comédie Française. Pourquoi? Parce que la Comédie Française s'est fait flouer par un projet télévisé. Il devait y avoir des producteurs derrière. Il y avait Raymond Rouleau, hein, le mari de Tania Balachova. Et surtout, il y avait un poids lourd du cinéma français. Il y avait Bertrand Blier qui avait envie de jouer Arnolphe. Il faut dire que Bertrand Blier, vous le voyez dans L'entrée des artistes, hein, a été
un élève de Jouvet, hein, et que l'admiration, l'amour de Bertrand Blier pour Jouvet est incommensurable. Il a dû vouloir, à ce moment-là de sa vie, se mesurer à son maître ou apporter sa pierre. Et il faut dire que dans le cinéma français, à l'époque, Bertrand Blier, c'était le cocu archétypal. Il a accumulé pendant plusieurs années les rôles de cocu. Je vous invite à voir ou revoir un film d'Yves Allégret, l'un des maris de Simone Signoret, avant Yves Montand, dont elle a eu une fille d'ailleurs, Catherine Allégret. Alors là, on change de série, c'est Ginou dans Navarro. J'aime bien les généalogies comme ça. Ça me rappelle l'époque d'un théâtre où les enfants de la balle se passaient le relais de génération en génération. Bref, dans Manège de Yves Allégret, Blier est une espèce de cocu magnifique, vengeur, qui attend son heure, qui va développer un cynisme cruel à l'égard de Simone Signoret qui joue son épouse. Voilà. Toujours est-il que ce qui nous en reste de ce projet, de cette mise en scène qui a eu lieu, qui a été maintes fois reprise à la Comédie Française, c'est Alina, le film de Raymond Rouleau, filmé par, comment s'appelle-t-il, Favard, un très bon réalisateur de télévision, j'ai oublié son prénom, Favard, et avec Isabelle Adjani, donc, qui reproduisait face à Bernard Blier ce qu'elle avait déjà fait sur le plateau de la Comédie Française avec Pierre Dux et Michel Aumont. Voilà, Jean-Paul Roussillon, c'est donc le père de cette dramatisation de Molière, dont par la suite des metteurs en scène comme Jacques Lassalle vont beaucoup s'inspirer, mais il a eu l'audace de le faire et l'audace de le faire à la Comédie Française, c'est-à-dire dans la maison de Molière, ce qui était voilà, une belle réussite de sa part d'avoir su infléchir la relecture de Molière dans la maison qui portait encore la convention du 19e siècle. 1978, la tétralogie de Vitesse. Alors, la tétralogie de Vitesse, il l'a choisie un peu au hasard. C'est l'école des femmes. C'est les pièces qui lui plaisent. Hein. Vitesse, c'était quelqu'un qui était dans le désir, dans le plaisir, dans la subjectivité. Ensuite, il trouvait des rationalisations à tout ça. Et il en a trouvé d'ailleurs. L'école des femmes, Don Juan, Le Misanthrope et Tartuffe. Ça a été un des gros succès publics du Festival d'Avignon. La critique a boudé cette tétralogie. Il y a peu d'articles élogieux, ce qui ne grandit pas la critique de l'époque. Alors, tout se passait dans un décor unique de toile peinte. Des toiles peintes en trompe-l'œil qui ne représentaient pas, comme dans la mise en scène du Misanthrope de Vincent, un panneau de mur du château de Versailles. Non, pas du tout. C'était des toiles peintes en trompe-l'œil d'une sorte de palais imaginaire, un palais de style pompéien, atemporel, avec des fausses colonnes peintes, des faux linteaux de marbre peints et une dominante de couleur rouge, moirée, patinée,
qui donnait à la fois son éclairage et son assombrissement parfois à la pièce, parce que c'était du rouge foncé. Hein, c'était des rouges foncés. Alors, quand c'était éclairé, c'était assez lumineux, mais sinon, on plongeait assez vite dans la pénombre. Le seul, comment dirais-je, la seule trace qui nous reste de ça, c'est filmé par Marcel Bluval, je vous en avais déjà parlé, le Misanthrope, avec Marc Delsart et Jenny Gastaldi. Les trois autres pièces n'ont pas été produites pour la télévision. Donc, le but de Vitesse, en montant cette tétralogie, évidemment, c'est d'éclairer les personnages les uns par les autres, et notamment d'interroger le paradigme des rôles que jouait Molière, Arnolphe, Don Juan, Alceste et Tartuffe, et d'établir pour le public, pour le spectateur, à travers des clins d'œil ou à travers des références, des points communs, des différences entre ces différents personnages. Alors, là aussi, on retrouve la question du pouvoir. Par exemple, l'Arnolphe de Didier Sandre, qui était particulièrement jeune et séduisant pour tenir le rôle, sa caractéristique, c'est la violence. Une violence gestuelle, une violence d'intonation, mais il faut dire, je n'ai pas vérifié, mais je crois en avoir le souvenir, que quelques années plus tôt, il jouait Thésée dans la fameuse Phèdre qui a donné ses lettres de noblesse à l'adaptation des classiques chez Vitesse. Hein. Il y avait en Agnès Dominique Valadier. Hein, j'ai une pensée pour Alain Françon en citant Dominique Valadier, que au fur et à mesure qu'avançait la pièce, et évidemment la souffrance, la torture d'Agnès était fardée de plus en plus blanc, enfariné, blafarde, lunaire, placée sous la domination d'Arnolphe, qui lui devenait de plus en plus une sorte de tortionnaire psychiatrique, hein, comme le médecin-chef d'un hôpital psychiatrique à l'ancienne où on pratiquait encore des électrochocs. Elle avait de plus en plus les yeux levés au ciel, les orbites maquillées de noir, un peu comme on l'avait vu déjà dans d'autres rôles, notamment chez Jérôme Deschamps, où elle a composé à 2 reprises des rôles également extravagants et créateurs d'épouvante, des chaussures en plastique blanc, hein, un peu là, façon milieu carcéral. Il y a une photo qui existe dans le livre d'Anne Hubersfeld. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Hein, il y a une très très belle photo. Est-ce que vous allez la voir? Je regarde si ma caméra... Il y a des reflets. Hein. Il y a des reflets. Voilà, voilà. Ah, c'est peut-être un peu mieux là. Une photo de Dominique Valadier et Didier Sandre. Mm-hmm. Alors, vous voyez que Vitesse l'a placée sur la chaise agenouillée comme sur un prie-dieu. Vous voyez qu'elle tient à la main dévotement, comme Vitesse l'était à la littérature et à la poésie, le fameux livre des maximes du mariage, et que derrière, tortionnaire, tapis, caché, Arnolphe tient son bâton, son brigadier, on reviendra sur
la notion de brigadier, prêt à sévir, quoi, à la moindre incartade, au moindre faux pas. Ce brigadier qui peut devenir gourdin. Alors, vous savez qu'en 2016, il y a eu cette reprise, dont je ne dirai pas grand-chose, du projet de vitesse par Gwenaël Morin. Hein. Certains d'entre vous savent ce que je pense du relâchement pseudo-contemporain de la mise en scène. Ça a beaucoup plu aux adolescents, beaucoup, beaucoup. Mais on peut, voilà, on peut plaire aux adolescents sans plaire à leurs professeurs. C'est en tous les cas, je crois, ce qu'a démontré la réalisation de ce projet. On en reparlera si vous n'êtes pas d'accord. En 85, mise en scène très importante, oubliée de toutes les tablettes. J'ai pianoté sur Internet, j'ai cherché dans des articles de synthèse sur l'école des femmes, etc. Inconnu au bataillon, la mise en scène de Bernard Sobel. Le plateau est nu. Il y a des rideaux rouges au fond, qui seront d'ailleurs successivement décrochés. Dans l'un de ces rideaux rouges, par exemple, au début de sa première rencontre avec Agnès, Arnolphe, interprété par Philippe Clévenot, excusez du peu, qui avait été l'Alceste de Jean-Pierre Vincent, et qui sera très prochainement, quelque temps après, le Jouvet de l'Elvire Jouvet 40 de Brigitte Jacques. Eh bien, Sobel prend le rideau rouge, le rideau de velours rouge, et s'en ceint comme à la manière d'une toge d'empereur romain, qui est une magnifique image du pouvoir tourné en dérision. C'est-à-dire que cet Arnolphe inculte, qui a dû voir quelques images d'Épinal concernant les toges des empereurs romains, s'en drape pour tenter d'avoir plus d'autorité et obtenir plus d'admiration d'Agnès, et c'est un flop. Voilà. Et en plus, au moment où il le fait, il emploie le mot honneur dans sa réplique. C'est le vers 250, acte 1, scène 4, vers 250. Ce n'est point par le bien, c'est avec Horace là cette fois, qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit, que vois-je, et celui, oui, il était avec Agnès, et voilà que surgit Horace. C'est une transition de scène, voilà, mais avec un point martelé sur le mot honneur, drapé dans ce rideau rouge de théâtre, parodie de gestes rhétoriques d'empereur romain. C'est Arnolphe qui se croit Jules César. D'ailleurs, il faut dire que Molière était admirateur de Corneille, hein, et qu'il y a dans l'École des femmes, comme dans de nombreuses autres pièces de Molière, des réminiscences de la rhétorique de l'honneur de Corneille. Souvenez-vous, par exemple, de Tartuffe, « Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme », hein, qui est un écho à Horace, hein, non, pardon, à Sertorius. Sertorius, « Pour être romain, je n'en suis pas moins homme ». Hein, voilà, et Molière s'amuse à ça. Son public de l'époque devait identifier ces références. Là, on les a grâce aux notes en bas de page. Mais
Ne jamais oublier ça par rapport à Arnolphe. C'est un bourgeois inculte qui se prend pour quelqu'un qui aurait de la culture et qui aurait une certaine culture classique. Simplement, il met ça au service du livre de Maxime, ce qui est évidemment ridicule. Alors, toute l'esthétique scénique de Sobel est centrée sur le partage des couleurs entre le rouge et le noir. Le rouge, évidemment, de la fournaise de l'enfer, et le noir de l'église, des clercs, de l'université. Voilà. Mais il se trouve que ce rouge et noir est aussi la couleur du costume traditionnel d'Harpagon, et non, pas d'Harpagon, de Pantalon dans la Commedia dell'arte, et qu'on retrouve évidemment décliné dans Harpagon ou dans Jourdain, qui sont des avatars de Pantalon, c'est-à-dire de bourgeois commerçants, ignorants, réacs, incultes et cocus d'avance. De ce point de vue-là, le paradigme des personnages de Molière est extrêmement cohérent quand on abordera la question du fait que c'est aussi lui-même. Bien évidemment, on découvrira une épaisseur supplémentaire. La couleur rouge, d'ailleurs, est indiquée par Molière au vers 317-318, acte 1, scène 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, Horace, là? Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis, que les murs sont rougis. Que les murs sont rougis. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, évidemment. Rougi de quoi? De honte, rougi de peinture, rougi... Ça, Molière ne nous a pas laissé de commentaires. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est la couleur rouge qu'il a choisie pour dialoguer avec le noir clérical dans les choix de couleurs de sa pièce. Alors, Arnolphe et Chrysale rentrent par une petite porte dérobée à cour qui donne sur la salle, qui donne sur le premier rang de la salle. Chrysale est joué par Daniel Martin et donc Arnolphe par Philippe Clévenot. Ils parlent en marchant. Ce sont des péripatéticiens. Parce que pour Bernard Sobel, le théâtre, c'est de la philosophie concrète, de la philosophie en acte ou en action, de la philosophie en mouvement, de la philosophie incarnée. Combien de fois dans les émissions de radio auxquelles il a répondu, Bernard Sobel a-t-il défini cette idée du théâtre comme représentation incarnée et en mouvement de la philosophie? Et le débat d'idées, évidemment, le débat d'idées n'est pas des moindres, il concerne la liberté, et notamment la liberté de la femme dans cette entreprise marchande et religieuse qu'est le mariage. Et ça, évidemment, sur ce terrain-là, Sobel est magnifique. On est dans ce dialogue entre Arnolphe et Chrysale, entre la Boétie et Montesquieu. C'est-à-dire que on pose la question du pouvoir domestique, du pouvoir dominant de l'homme sur la femme, en l'élargissant à des questions philosophiques de vice et de vertu, des questions morales beaucoup plus larges. Donc, d'entrée de jeu, Sobel affirme que cette pièce est une pièce de dialogue, une pièce dialectique. Et pour Sobel, le mot dialectique, c'est important, parce qu'il a quand même eu le coup de foudre du théâtre et a
assuré sa formation au cours d'un an de stage au Berliner Ensemble, où il est devenu le chouchou d'Hélène Weigel. Et puis fort de la connaissance qu'il avait de Brecht, mais derrière Brecht, de Marx, hein, il est venu s'installer, mener cette aventure improbable dans la cité communiste de Gennevilliers et y développer une idée de centre dramatique tout à fait singulière. Et puis derrière tout ça, il y a le dialogisme de Bakhtin, hein, le dialogisme de Rabelais, analysé par Bakhtin, sachant que le maître référent de l'école des femmes, c'est quand même le tiers-livre. Hein. C'est quand même les dialogues que Panurge recherche avec ses différents interlocuteurs au cours du tiers-livre, savoir s'il faut ou s'il ne faut pas se marier, quels sont les risques qu'on court, etc., etc. La même problématique que l'école des femmes, la même problématique que le mariage forcé. Parce que dans le mariage forcé, Sganarelle consulte deux philosophes, tout droit issus du tiers-livre, hein, qui sont Marfurius et Pancrace. Alors Marfurius, il est dans le doute, hein, c'est une sorte de philosophe pyrrhonien. Pancrace, lui, il est dans la certitude et l'allogorée, hein, une sorte de philosophe aristotélicien. Et de ces deux philosophes caricaturaux, Sganarelle n'obtiendra rien. Ensuite, après ce dialogue à mi-chemin des rangs du public et de la salle, dans cet espace intermédiaire qui est ce petit rang d'orchestre, et qui nous montre bien que le dialogue de Chrysalde et d'Arnolphe doit concerner tout le monde. Ça, c'est un des leitmotifs dans toutes les mises en scène. Il y a un moment où il y a une adresse au public, une interpellation du public, hein, et tous les spectateurs sont des cocus en puissance, interpellés par le discours de Molière. Donc, il grimpe sur le plateau, et là, Arnolphe s'empare du brigadier pour y porter les trois coups, exactement comme s'il frappait au marteau d'une porte, la sienne, celle de sa petite maison de villégiature, pour interpeller, pour réveiller et appeler Georgette et Alain. Hein, et au prologue succèdent les dialogues successifs d'Arnolphe avec Agnès, les domestiques, Agnès et Horace. Alors, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur va être assuré par l'affaissement du rideau qui est tiré de ces anneaux par Arnolphe, qui lui mène le jeu presque en tant que metteur en scène. Hein, il est le régisseur du spectacle, il est le metteur en scène, et c'est lui qui fera apparaître à la fin un spectacle de désolation en tirant le dernier rideau rouge, un paysage de ruines, de gravats, de terrains vagues, de dévastation, une sorte de métaphore de l'âme d'Arnolphe au moment du dénouement, empruntée bien sûr, Sobel oblige, au théâtre allemand, hein, et à toutes les scènes de dévastation qu'on a pu trouver déjà chez Brecht, mais surtout chez Heiner Müller, chez Cargill Langhoff, chez Castorf, chez Ostermeyer, bref, ce fameux plateau souillé de la fin des mises en scène allemandes. Alors, deux interventions charmantes complètent celle de Philippe Clévenot et de Daniel Martin. Agnès est interprétée par Anouk Grimbert, et Anouk Grimbert est habillée en rouge, hein, noir et rouge,
rouge, le rouge du petit chaperon rouge. Elle va porter une galette et un petit pot de beurre à sa mère grand, et puis elle rencontre le grand méchant loup, qui lui est à dominante noire. C'est une petite fille perverse, ingénument perverse, aux intonations enfantines. On y retrouve les premiers rôles qu'elle a pu jouer dans les films de Bertrand Blier. Elle joue sur le ton de la comptine. Voilà, elle est délicieusement dangereuse, comme une très très jeune femme fatale, jeune fille fatale. Mais c'est aussi une résistante. C'est-à-dire qu'il y a une force de caractère, une énergie physique dans son interprétation, même quand elle est comme une petite fille, le dos cambré en arrière et le ventre en avant, ce qui est délicieux de profil. C'est une très jeune Antigone. C'est une Antigone très juvénile. De toute façon, Sobel ne pourrait pas monter une comédie de Molière sans faire référence au grand mythe de la littérature antique. Et elle a pour partenaire, dans le rôle d'Horace, un Charles Berling magnifique. Magnifique, c'est son premier grand rôle. Je pense que sa carrière cinématographique va démarrer avec cet Horace de l'école des femmes. Alors, il est vêtu de hautes chausses, d'une ceinture et d'une cape rouge. Il est prédestiné au petit chaperon rouge qu'est Agnès. Agnès l'agneau, petit chaperon rouge, l'agneau sacrificiel, etc. Enfin, tout ça régale la gourmandise des loups. Il est, alors, en revanche, il est doté d'une perruque rousse qui va bien avec son costume rouge, mais qui est tout à fait invraisemblable. Enfin, il est l'un des premiers de toute la tradition que vous avez retrouvée dans les 4 autres mises en scène du renard, du jeune étudiant d'abord, du jeune étudiant qui un peu inexpérimenté, en tous les cas inexpérimenté de la vie, mais qui a beaucoup de certitudes liées à ses connaissances livresques. Il est aussi, grâce à tout ce panache roux, une espèce de renard dont on sent qu'il va venir se régaler dans le poulailler, soit d'un petit agneau, soit d'une jolie poule faisane. Alors, j'ai déjà parlé de la fin, donc on va passer très rapidement sur la mise en scène de Marcel Maréchal, sur laquelle je n'ai pas trouvé grand éclairage. Elle a été créée en 1988 au Théâtre de la Criée. Il y a une idée qui va quand même nous intéresser. Elle a été créée exactement pour le jeune public, c'est-à-dire vraiment dans un effort éducatif, de théâtre éducatif, qui était celui de Marcel Maréchal à l'époque, et en même temps de théâtre populaire, plaisant, qui fuit l'ennui. Sa mise en scène est rapide et tonique. Il a engagé une jeune actrice qui a tout à fait l'âge du rôle, d'autant qu'elle fait un peu plus jeune que son âge, qui s'appelle Armelle Doisan, Aurel Doisan, et qui a 22 ans. Lui-même, Marcel Maréchal, qui avait déjà un âge bien avancé à l'époque, joue le rôle d'Arnolphe. Et il le joue comment ? À sa façon, c'est-à-dire avec son embonpoint, sa bonhomie, son physique populaire, sa bouffonnerie
empreinte de sympathie qui lui vient de la tradition du guignol lyonnais. Hein, Marcel Maréchal, c'est le Gaune, hein. C'est le Gaune de Lyon, puis le Gaune de Marseille, celui qui a repris dans un répertoire très populaire également le théâtre des Marronniers au fond d'une traboule que Roger Planchon avait fondé au début des années 50. C'est un barbon qui paraît tout à fait inoffensif, effrayé par la sensualité de la jeune femme, un gros nounours, hein, mais qui transpire. Et plus on avance dans la pièce, et ça c'est une des règles progressives de la pièce, qui transpire de plus en plus d'humanité évidemment puisée dans la souffrance, dans la douleur du refus, du rejet. Et moi, dans tous les comptes rendus que j'ai lus, j'y ai retrouvé le Marcel Maréchal de Galilée, quoi. Le Galilée jouisseur, bonhomme, bienveillant, voilà. Probablement l'un des Arnolphe les moins dangereux de l'histoire de l'interprétation du rôle. Le décor était blanc et lumineux, comme sur une place publique de ville méditerranéenne. Et il avait dit, hein, dans les interviews qui entouraient la création du spectacle, qu'il avait choisi cette lumière aveuglante sur des murs blanchis à la chaux pour évoquer la maisonnée et la place publique méditerranéenne, hein, avec, d'une part, un islam patriarcal extrêmement défavorable à la vie des jeunes filles, et de l'autre côté, au nord, un catholicisme qui, en Sicile, en Sardaigne, en Corse, à Marseille ou ailleurs, est lui aussi extrêmement patriarcal et castrateur pour les jeunes filles. Alors oui, là on est à un point de bascule, un point charnière, qui me tient énormément à cœur, parce qu'en plus j'ai vécu ces événements parfois de très très près. C'est que à partir de ces années-là, à partir des années 80, on ne lira plus l'école des femmes de la même façon. Il y a cet embryon de Marcel Maréchal qui s'est interrogé sur le rapport des pères méditerranéens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, à l'égard des filles parfois sacrifiées. Hein, et on sait très bien que le sacrifice dans l'œuvre de Molière, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas que dans la deuxième version de son Tartuffe, Roger Planchon avait flanqué le centre de la scène, d'une part du sacrifice d'Isaac par Abraham du Caravage, et d'autre part du massacre des innocents de Guido Reni, disciple du Caravage, et que, évidemment, ça voulait dire des choses par rapport à l'attitude d'Orgon à l'égard d'Ami et de Marianne. Hein, toujours, je pense à cet essai de Serge Leclerc, le psychanalyste lacanien, on tue un enfant. Hein, on tue un enfant, bah oui. Chez Molière, souvent, on tue un enfant, on essaie de tuer un enfant. Heureusement, les pères n'y réussissent pas toujours. Les enfants sont parfois sauvés par des complicités, les domestiques, une belle-mère, quelques amis, l'ensemble de la fratrie. Mais voilà, on frôle la question du sacrifice du jeune homme ou de la jeune femme, qui est encore au cœur de l'école des femmes. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si les deux, Arnolphe s'appelle un du nom de Saint-Arnoul, patron des cocus. Hein, on fêtait Arnoul dans les carnavals, hein, et dans les charivaris.
ce serait intéressant de se documenter un peu sur les charivaris comme célébration parodique du coquillage. Et puis l'autre s'appelle Agnès. Agnès, l'agneau pascal, hein, l'agneau sacrifié. Ce sont des choses sur lesquelles il faut constamment réfléchir si on veut recadrer les deux rôles tels que Molière les a imaginés. Alors, qu'est-ce qui ne sera plus comme avant dans cette décennie 1980? Eh bien, évidemment, ce sont toutes ces séries de séquestration, de violence, d'inceste et de viol à répétition que l'actualité va nous livrer. Alors, je vous donne la liste. Vous prendrez le temps éventuellement de la recopier si vous la voulez. Je me la suis fabriquée moi-même à partir de mon expérience de témoin. 1981, Émile Louis, Les disparus de Lyon. 95-96, l'affaire Dutroux. Marc Dutroux à Charleroi et à Bruxelles. 1997-2000, l'affaire Doutreau. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec un journaliste qui s'est interrogé sur cette affaire et avec des juristes, je leur dis, parce que moi j'ai une formation de linguiste ludique, je dis mais quand même, l'affaire Dutroux et l'affaire Doutreau, phonétiquement, ça se ressemble quand même pas mal. Au point que je me suis demandé si toute cette affaire Doutreau n'avait pas été montée en épingle par l'inconscient d'une population nordiste, frontalière de la Belgique, très traumatisée par l'affaire Dutroux. Notre affaire Doutreau, c'est en plus petit, voilà, une sorte d'imitation ou de contamination de l'affaire Dutroux. 2003, c'est l'affaire Fourniret, l'ogre des Ardennes. Décidément, au nord, on viole plus qu'au sud. Hein. En 2006, c'est Natacha Kampusch. Séquestration, viol, inceste, etc. En 2010, un homme de théâtre, Caroline, que j'aime beaucoup, Fabrice Murgia, fait Le chagrin des ogres. Le chagrin des ogres, comme on parle de l'ogre des Ardennes. Et lui fait référence, bien sûr, à la fois à Marc Dutroux et à Natacha Kampusch dans son spectacle. Spectacle magnifique, un spectacle poétique, totalement irréel, onirique, mais incroyablement ancré dans l'affaire de toutes ces histoires sordides. 2016, peu de temps après, c'est 1000 euros. 1000 euros, c'est Five Easy Pieces. Et Five Easy Pieces, c'est la reconstitution dramaturgique fantasmée par des enfants et leurs mentors de l'affaire Dutroux. 2016, au théâtre privé, mais bon, il y a des moments où il ne faut pas cracher sur le théâtre privé quand il est bon. C'est Les Chatouilles. C'est Les Chatouilles d'Andrea Bescon. Et 2 ans plus tard, ça devient un film que j'ai vu récemment à la télévision et qui m'a bouleversé. Qui m'a bouleversé justement parce que, comme Fabrice Murgia, avec des séquences oniriques complètement délirantes et non pas une espèce de documentaire téléfilmique avec la platitude qu'on leur connaît souvent. Et puis 2017, un an après, un an après la création de la pièce Les Chatouilles, c'est MeToo et Balance ton porc suite à l'affaire Weinstein. 2020, Gabriel Maznev. Et 2021, Kouchner-Duhamel.
Voilà les raisons pour lesquelles je pense que nous ne pourrons plus jamais lire l'école des femmes de la même façon. Et pourquoi aujourd'hui l'effroi, l'épouvante, le cauchemar l'emportent sur la joyeuse gaudriole grotesque, farcesque que Molière y avait introduite pour se moquer de lui-même, pour se moquer de son propre mariage récent avec Armande, et surtout des colibets dont il était victime. L'école des femmes est une sorte de réponse à ces colibets. Voilà. Donc, ça fait que toutes les mises en scène que vous verrez désormais seront beaucoup plus sérieuses, graves, parfois même un peu tragiques.